Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala avec des amis de la Suisse. Ben là. Ouais, je dis des amis parce que j'ai eu le privilège de dîner avec eux il y a de cela quelques instants. Ouais, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous fait voyager. C'est quelque chose qui est international. C'est quelque chose qui nous permet de faire des projets, et ça, peu importe où on est dans le monde. Puis ce qui est le fun, c'est d'être capable de découvrir ces endroits, les façons de faire qui sont différentes dans d'autres pays. Et dans cet esprit, notre ancienne collègue José Gauthier, qui, on le souhaite, peut-être reviendra avec nous si le cœur lui en dit, va en fait nous apporter un groupe de gens, nous a mis en relation avec un groupe de gens qui viennent de Team Academy. J'ai Florent. Florent, c'est quoi le nom de votre école? Exactement, le nom de notre école, c'est la HESSO de Sierre, dans le Valais, en Suisse. Donc, vous aurez compris que j'ai demandé à Florent de nommer le nom de l'école. Donc, bref, je suis avec Florent. Bienvenue, Florent. Et merci de m'accueillir et de nous accueillir. Ben oui, ça me fait plaisir. Bonjour, Maëva. Bienvenue dans Ben Lala. J'ai également mon ami Tim, et c'est pas Tim Horton, ici au Canada. Donc, Tim qui a des origines allemandes, si je ne me trompe pas à peu près. Ben, en fait, il parle allemand, donc pas mal mieux que moi d'ailleurs en passant. J'ai mon ami Marco qui est là et j'ai Danny. Donc, merci d'être là, de prendre le temps à travers votre périple au Canada, de venir vous arrêter ici à Chicoutimi et de nous parler un peu de votre école, de ce que vous faites, de nous parler d'entrepreneuriat. Je vais commencer avec une première question qui est quand même assez large. Dans le fond, j'ai parlé de la Suisse. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous amène ici, d'où vous venez, qui vous êtes. Donc, j'aimerais comprendre le but de votre voyage ici au Canada. Très bien, alors je peux prendre la parole. Ben oui. Nous venons du coup de Suisse, comme a été mentionné, et le programme vient tout simplement de la Finlande. Le programme Team Academy, du coup, est inspiré de la Finlande. Et c'est pour ça que dans notre programme, le voyage apprenant fait partie intégrante de notre cursus, tout simplement. Et une fois par année, nous faisons ces voyages à l'étranger pour découvrir une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon de travailler, du coup à l'international. La première année, il s'agit de la Finlande, vu que le programme vient de là-bas. Et cette année, c'est un peu spécial où nous avons pu voyager à travers le monde comme nous souhaitons. Et l'équipe est séparée en plusieurs groupes. Et nous avons choisi notre groupe, le Canada, pour sa diversité des cultures, le nombre assez important d'incubateurs, la mise en avant de l'entrepreneuriat qui nous a vraiment intéressés. Et vraiment, la culture du Canada était vraiment intéressante. Et c'est ce pourquoi nous avons choisi cela. Ce pays, d'autres personnes ont choisi le Japon pour des aspects personnels, Donc, dans culturels. votre groupe, là, actuellement, il y a des gens qui sont ici. En fait, vous êtes ici au Canada. Il y en a qui sont au Japon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ailleurs dans le monde? Oui, en Chine. En Chine? Un groupe a choisi la Chine pour tout le développement de l'industrie. Ils avaient vraiment envie de voyager là-bas. Puis, on peut voir les photos, c'est très différent. Ouais. Êtes-vous jaloux? Non, pas du tout jaloux. Très impressionné. Oui. C'est une autre dimension, si je peux le dire, la Chine. Très impressionnant à voir sur les photos sur Instagram. Mais je regrette pas du tout le choix. Très content d'être ici. Qu'est-ce que vous avez actuellement trouvé le plus marquant en arrivant ici au Canada comparativement à la Suisse? Oh, très, très bonne question. La grandeur. La grandeur. Ouais, la grandeur. La grandeur du pays. La sympathie des gens. Assez relative à la Suisse quand même. Mais je pense à la grandeur. Le froid, un petit peu plus marquant. Mais c'est sûr que là, vous êtes à votre dernière semaine, c'est ça? On est à la dernière semaine. Donc, exactement. vous avez effectivement, je pense qu'à votre première semaine, il y avait une vague de froid, si je ne me trompe pas. C'est juste. Là, actuellement, on est dans une vague de chaleur. On est dans les opposés un petit peu. J'aimerais savoir, parce que là, vous parlez d'entrepreneuriat, vous parlez d'études de votre école. Qu'est-ce qui est particulier dans votre programme? Donc, j'ai Marco qui va nous parler de ça. Marco, qu'est-ce que... Alors, pour commencer, déjà, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que notre classe, donc notre année, est en elle-même déjà une entreprise. C'est une coopérative.
OK. Donc nous, on est à peu près 15 dans notre coopérative. Et cette quinzaine de personnes a pour but de développer plusieurs projets et de discuter, de collaborer ensemble. La base même de notre programme, c'est quand même l'apprentissage en équipe. Et pour ça, on a divers moyens, type les sessions de dialogue, on en a 2 par semaine. Ça nous permet d'échanger sur différents sujets, des problématiques de projet, différents apprentissages également. On a par exemple des lectures, donc c'est des lectures individuelles. Par exemple, moi, je décide de choisir un livre pour développer un de mes projets. Donc développer par exemple des compétences en marketing. Je vais faire une présentation à toute la coopérative, dans toute la classe, pendant les sessions de dialogue, pour pouvoir partager mes différentes connaissances. Donc c'est-à-dire on est toujours cet aspect d'apprentissage en équipe. Il y a les articles réflexifs. Donc là, c'est plus, comme mentionné, donc c'est des articles où en fait, ça nous permet de nous remettre en question vis-à-vis d'une certaine thématique ou problématique qu'on a eue. Et ensuite, on peut les publier sur un espace commun où les autres peuvent aller rechercher ces problématiques, ces thématiques, pour eux, de nouveau, apprendre en équipe et peut-être trouver des réponses à leurs problèmes de projet, à leurs problèmes vis-à-vis de... Ça peut être même vis-à-vis du leadership, de la gestion de projet, ce genre de choses. On a les sessions de formation, donc c'est ce qui ressemble le plus à un cours classique, parce que là, on est un professeur, un expert qui vient nous donner un cours toute une journée sur une thématique précise, par exemple la finance d'entreprise, mais par contre, c'est à nous de définir ce qu'on aimerait voir pendant cette journée-là. Donc on a le cours qui est imposé, mais la thématique, le programme de la journée peut évoluer par rapport à nos besoins, par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on aimerait voir, nous, en tant qu'entreprise. Comme je l'ai dit, on a les projets. Donc, les projets ne sont pas obligés d'être faits par la coopérative entière, mais on doit être des groupes de 3 au minimum. Et ça peut être vraiment des projets sur tout et rien, tant qu'il y a une partie business qui est incorporée dedans. Donc, on a une grande liberté à ce niveau-là. Quand vous travaillez sur un article, oui. Est-ce que c'est individuel ou vous le faites également en équipe? Alors, il y a des articles qu'on doit faire individuellement et il y a aussi des articles, on peut faire la demande de faire des articles co-créés. Par exemple, avec Florent, qui est ici, on avait fait un article sur comment est-ce qu'on pouvait incorporer des ODD, donc tout ce qui est lié au développement durable, dans notre projet Sharp, qui était un média économique pour les étudiants. OK. Est-ce que ça a vu le jour, ce média économique? Oui, ouais? on a un compte Instagram. On a même fait un événement, un premier événement avec des conseillers en financier et en investissement. Et on avait fait un programme où on souhaitait présenter ça aux jeunes, parce qu'en Suisse, on a une problématique avec la retraite qui devient de plus en plus maigre. Et donc, on voulait montrer qu'il existait d'autres moyens de bâtir une sorte de sécurité à travers, par exemple, des investissements. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dans le fond, vous avez comme un cadre de ce que je comprends. Et à l'intérieur de ce cadre, en fait, qui passe entre autres par la création d'une coopérative, mettons que je prends le groupe de l'an prochain, est-ce qu'ils vont avoir l'obligation de faire une coopérative, d'avoir ce format-là? Ils vont choisir eux-mêmes le format de véhicule d'entreprise dans le fond, qui vont bercer leur apprentissage? Alors, ils auront le choix du statut de leur entreprise, Okay. de la structure. C'est dépendant de chaque année. Okay. Donc, nous, on a décidé que la coopérative était le meilleur choix à faire et c'est pour ça qu'on a choisi la coopérative. Pour l'instant, il n'y a eu que des coopératives. Peut-être qu'un jour, on aura une association ou autre, mais pour l'instant, c'est le format qui marche le mieux. Vu que dans cette coopérative-là, plusieurs projets peuvent naître et donc c'est ce qui paraissait être le meilleur choix. Tantôt, vous avez parlé un peu de la Finlande. Donc, ça vient de la Finlande, dans le fond, cette approche-là. Qu'est-ce qui vous a, comme étudiant, qu'est-ce qui vous a attiré d'apprendre de cette façon-là? Moi, je dirais, c'est le fait qu'on nous laisse un terrain de jeu, qu'on nous donne des outils et que nous, on puisse créer ce qui nous fait du sens tout en bâtissant des compétences en parallèle, donc des compétences business et managériales et leadership. Donc des compétences autant techniques que humaines. Donc en vrai, c'est ajouter des arcs, des flèches à notre arc. Tantôt, je parlais avec Maëva, puis je te poserai une question parce que tu as abordé les compétences. Combien de compétences vous devez couvrir en quelque sorte dans votre programme? Ouais, on en a 14 de compétences au total. On en a 7 qui sont plus des soft skills et 7 autres qui sont plus des hard skills. Et pour chaque compétence, il y a 5 niveaux qu'on atteint tout au long de nos 3 années. Et puis les niveaux, c'est des critères précis de ce qu'on doit atteindre, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit avoir comme connaissances suivant les compétences. Il y a des compétences types comme par exemple la stratégie d'entreprise, la gestion de projet,
Aussi tout ce qui est self-leadership, leadership d'équipe, création de réseau, autres. Justement, parlons, si on parle de compétences, je me pose quand même la question, c'est, étant professeur, on développe les compétences, on essaie de développer avec différentes techniques pédagogiques. Dans le fond, la pédagogie, avec les profs, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des professeurs qui sont là à chaque jour? Est-ce que vous êtes obligé d'être là tous les jours? Dans le fond, comment ça marche la pédagogie dans votre programme? Alors, pour faire simple, on a 2 demi-journées par semaine où on a des sessions de dialogue où il y a un coach qui est présent, qui a plus un rôle, je dirais, de modérateur et d'observateur sur le groupe. On essaye de faire en sorte qu'il soit le moins dans nos discussions possibles pour qu'on puisse rester le plus indépendant. Mais il vient nous coacher, nous donner des conseils si on a quelques soucis vis-à-vis d'un projet ou une compétence qu'on aimerait approfondir. Il peut nous donner des pistes, il peut nous donner des contacts. Si on aimerait faire un mandat avec une entreprise, également, il peut nous ouvrir des portes. Donc, il y a vraiment plus un rôle de coach que de professeur. À ce moment-là, s'il joue un rôle de coach, d'accompagnateur, de guide, comment ça se passe pour l'évaluation? Comment est-ce que le programme peut attester, dans le fond, que vous avez atteint ces compétences-là? Alors, je dirais qu'on a plusieurs critères qui sont continus et une évaluation qui est fixe. Donc, sur tout ce qui est continu, il y a le nombre de sessions de dialogue auxquelles on va participer. Il y a un nombre minimum auquel on doit participer. Il y a un nombre d'articles réflexifs et un nombre d'élits aussi qu'on doit rendre par semestre. Un nombre d'élits? De lecture individuelle. Ah, ok, parfait. Excusez-moi, c'est l'habitude. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que... Oups. On est plusieurs dans le studio actuellement, c'est pas grave. Donc, des lectures, c'est ça. Et par la suite? Des lectures individuelles, des articles réflexifs et un certain nombre de sessions de dialogue à suivre. Et à la fin du semestre, avec nos projets, on a réalisé plusieurs actions qu'on doit documenter sous format de portfolio pour démontrer comment on a avancé dans certaines compétences. Donc, par exemple, si on prend la compétence gestion de projet, il faut que je puisse démontrer, déjà expliquer à quel niveau j'étais, par exemple, au semestre précédent. On a 5 niveaux possibles, donc novice, débutant, intermédiaire, pratiquant et compétent. Donc, par exemple, imaginons qu'au semestre dernier, j'étais compétent. J'estime que mes actions de ce semestre me permettent de viser le niveau intermédiaire. Il faut que je puisse démontrer, grâce à de la documentation et des preuves, une explication aussi de l'action, comment est-ce que j'arrive au niveau intermédiaire. Et on doit faire ça pour toutes les compétences. Donc là, c'est un apprentissage quand même autonome. Parce que, tu sais, dans le fond, vous êtes exposé à des projets, à ce qui vous tente. Puis là, ben, dans le fond, c'est débrouillez-vous pour trouver, dans le fond, je dirais la bonne... je ne vais pas dire la théorie, mais en fait, oui, la théorie. Donc, la bonne information pour être capable de vous former. Une question qui me vient en tête comme ça... L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est en train de brouiller les pistes un peu dans votre cheminement? Oui, un peu. Enfin, elle nous aide surtout. C'est un outil qu'on utilise, mais elle brouille un peu les pistes, surtout au niveau des évaluations. Okay. On mettait beaucoup de poids sur la partie écrite. Maintenant, il se pose la question si on mettrait plus de poids sur la partie orale. C'est comme ça aussi que nous, on arrive mieux à démontrer ce qu'on a fait et prouver. Alors que la partie écrite, avec l'intelligence artificielle, on passe moins de temps en fait à rédiger notre portfolio, donc oui. Okay. Ça garde quand même, juste pour ajouter un petit point, ça garde quand même une grande place dans notre programme parce qu'on a quand même des experts en intelligence artificielle qui viennent nous donner des cours. Typiquement en stratégie d'entreprise, on va voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer certaines IA pour bâtir une vision vis-à-vis de l'entreprise ou des futurs projets qu'on aimerait faire ou des futures actions. Parce que c'est quand même un accélérateur de gestion. Ça devient un outil qui nous permet d'en faire plus. Puis, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que je pense que le programme vous permet d'avoir une acquisition de compétences qui fait en sorte que cet outil-là, qui est l'IA, va vous éviter à faire des tâches un peu trop micro, puis être capable d'automatiser certaines tâches, puis de s'occuper un peu plus du volet stratégique, du volet... je dirais, organisation avec une vision beaucoup plus générale de la chose. Est-ce que je suis dans l'erreur si je le raisonne de cette façon? Complètement. Il y a pas mal de tâches où on devrait, par exemple, faire du traitement administratif que maintenant on peut déléguer ça à l'IA et nous plutôt nous concentrer sur les points plus impactants vis-à-vis de certains projets où on a moins de perte de temps finalement et plus de focus, donc beaucoup moins de charge cognitive sur la paperasse et beaucoup plus sur ce qui va vraiment faire la différence.
C'est bon. Tim, j'aimerais te parler un petit peu. Merci beaucoup pour ça. On va revenir un petit peu sur le programme. Tim, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé? Tu sais, quand tu as magasiné ton programme de formation, pourquoi tu as dit, moi, je vais choisir ce programme-là plus spécifiquement qu'un programme un peu plus traditionnel? C'était parce que je me beaucoup posé la question qu'est-ce que je dois faire après? Ou est-ce que c'est un peu le sens de ma vie, si tu veux. Et comme on a parlé des compétences, c'est pas justement ou seulement des compétences, des hard skills de l'économie, mais aussi soft skills. Et c'est développement personnel. Et c'était ce côté qui m'a motivé de le faire parce que je savais j'aurais le temps et la place pour développer aussi ma propre personne. Et c'est à la fin ça ce qui m'a motivé de faire cette étude. Donc là, en plus, tu sais, c'est pas juste d'arriver et de dire je développe des compétences, mais je m'améliore comme humain, en quelque sorte. Là. Exactement. Et toi, après, tu veux faire quoi? Dans le fond, tu vas faire quoi avec ton diplôme? Moi, après, je vais faire une autre direction que l'économie. Ah ouais? Moi, je suis allé dans les bijoux, normalement. OK. Mais ça fait quelques semaines que je suis sûr que ça serait mon chemin. Aussi à cause de cette école-là. Et je vais aller dans cette direction-là. Et le but serait d'abord d'avoir des connaissances sur ce sujet-là. Et après, lancer moi-même avec une bijouterie ou un truc comme ça. Est-ce que ça vous... tu sais, le fait de faire ce programme-là, est-ce que ça vous campe seulement... parce que là, c'est de niveau bachelor, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça vous coince en Suisse ou vous pouvez... c'est un diplôme qui peut s'exporter à l'extérieur de la Suisse? Alors, c'est un diplôme qui peut s'exporter. Comme la plupart des diplômes suisses, il faut juste faire une mise à niveau ou j'ai pas exactement le terme, mais une corrélation entre les papiers, une équivalence de ce qui se fait à l'étranger. Et normalement, sur pas mal d'écoles, on peut essayer de faire un master, par exemple, à l'étranger. OK. Ça m'amène un peu sur le prochain thème de pourquoi je voulais vous rencontrer. C'est quoi l'avenir, tu sais, avec ce genre de programme de formation-là? Parce que, à ma connaissance, au Québec, même au Canada, je pense pas que l'approche est exploitée, en quelque sorte. Quand j'ai exploité, dans le sens qu'elle est utilisée. Si on pense d'avenir, là, tu sais, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez explorer le monde? Est-ce que vous allez faire des projets? Parce que là, vous êtes ici, là, je veux juste contextualiser ma question. Les étudiants ont fait eux-mêmes leur projet dans le fond, de voyage. C'est vous autres qui l'avez monté, si je ne me trompe pas. Donc, vous l'avez conçu, vous avez choisi la destination. Est-ce que vous le financez personnellement ou est-ce que vous avez trouvé de l'argent? Comment est-ce que vous avez fonctionné pour faire ça, les deux? Là, les mimes, ça ne marche pas en podcast. Voilà. Allez, notre seul français du groupe. Le seul français, oui, d'ailleurs pas suisse. Non, des deux manières complètement, parce que, comme on le dit depuis le départ, on apprend et on vit au travers de nos projets, des projets qui génèrent aussi de l'argent. Donc c'était complètement un poids dans la balance. Oui, on a choisi le Canada et on a généré de l'argent personnellement qu'on a utilisé pour ce voyage. Et aussi des finances personnelles qu'on a mis en jeu parce que tout le monde n'a pas pu générer les mêmes sommes d'argent. Mais toujours est-il que oui, c'est le but, complètement. Ouais. OK. Puis, justement, là, avant d'aller avec ma question d'avenir, qu'est-ce que vous avez appris le plus dans la préparation de votre projet et jusqu'à maintenant? Parce que là, il vous reste quelques jours ici au Canada. Qu'est-ce que ça vous a... qu'est-ce que vous avez appris le plus jusqu'à maintenant dans ce projet-là? Moi, si je peux me permettre, une chose, c'est totalement hors de ma zone de confort, c'est la création de réseau. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec les gens. Et ça, je pense, c'est mon plus grand apprentissage, c'est oser contacter les gens, rencontrer. Et en fait, ce qu'on a appris lors d'une rencontre, c'est qu'il faut contacter plein de gens, plein de personnes. Et si ces personnes-là vont nous aider, nous-mêmes, on sera plus à même d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin plus tard. Non, c'est un très bon point. D'ailleurs, j'ai un de mes profs au bac en marketing en fait, il me l'avait pas dit, il nous l'avait dit au groupe, il disait « T'es mieux de connaître quelqu'un que connaître quelque chose ». Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'expression. Dans le fond, t'es mieux de connaître quelqu'un que la chose elle-même, en fait. En voulant dire que c'est bon quand tu es en relation avec les gens, puis que ton réseau, quand ton réseau il est fort, normalement,
t'as pas trop de limites. Puis en plus, vous avez un bon exemple avec Josée, qui est une femme de réseau, qui a un réseau très, très, très solide. Donc, tu fais bien ça, Josée, dans tes mises en réseau. Oui, Tim. Ouais, si je peux faire un lien avec ça, moi, c'est aussi qu'il faut prévoir les imprévus. Ça veut dire que on était demandé de planifier les 3 semaines qu'on est ici, mais tu n'as pas la possibilité de déjà tout prévoir. Du coup, il faut parfois laisser du temps et du place pour tes imprévus, pour que tu peux t'adapter quand tu es sur place, parce que comme tu viens de dire, tu es entre les gens. Et c'est à ce moment-là, tu rencontres quelqu'un qui dit « Ah, si jamais je connais une personne là, vous ne voulez pas aller la visiter ?» Et c'est comme ça qu'on peut créer un voyage très, très intéressant. Vous avez, je pense qu'il y avait 3 volets dans votre voyage. Un volet un peu plus académique dans lequel vous êtes. Je pense qu'il y avait un volet entreprise. C'était quoi le 3e volet? Culturel. Parlez-moi donc de ce que vous avez découvert avec la culture au Québec et au Canada. Alors, on a pu voir diverses choses, on a visité divers endroits. D'abord, on était à Montréal, du coup, pendant les 2 premières semaines. Oh, mais Montréal. C'est pas le Québec, Montréal. C'est malheureusement pas le Québec, c'est pour ça qu'on est au Saguenay. Non, je vous agace, là, c'est parce que l'aspect je veux pas dire c'est géopolitique, mais géosocial au Québec. Montréal est en fait un secteur très, très, très important qui a une forte majorité de Québécois. Après ça, tu as Québec, où il y a à peu près 900 000 habitants dans ce coin-là. Puis là, juste avec ces 2 additions-là, on est quasiment à 5-6 millions d'habitants. Puis on fait au total 9 millions. Donc, et bien sûr, la ruralité, comme ici, on est considéré comme rural, même si on est une grande ville. Parce qu'on est en périphérie de ces grands centres-là, puis c'est très francophone. D'ailleurs, on parlait un peu de la langue, de l'anglais. On parlait de l'allemand, de ce que vous connaissez des autres et de ce que vous apprenez comme autre langue. Nous, d'ailleurs, la langue, c'est un défi ici. Hein. On se bat pour le français, on veut conserver ça, mais on ne peut pas le nier non plus que l'anglais prend de la place et de plus en plus de place. Bref, donc là, vous m'avez parlé de Montréal, mais qu'est-ce que vous avez découvert dans la culture? Avez-vous mangé je sais pas moi, du sirop d'érable, quelque chose? On a goûté pas mal de desserts faits à base de sirop d'érable. Oui. On a mangé une poutine, une très bonne poutine. On était à la banquise, on nous a dit que c'était pas le meilleur endroit par la suite, mais bon, c'était quand même très très bon. On a goûté à divers endroits. On a également vu les différences qu'on pouvait retrouver aussi au niveau des communautés. On sait qu'il y a une grande communauté autochtone ici au Canada. Tout à fait. Donc on allait visiter le musée Stewart à Montréal où il y avait justement une exposition à ce niveau-là. On allait voir le biodôme aussi, donc ce qui nous a permis aussi de voir ce qu'il y avait au niveau de la faune et de la flore ici au Canada. On a visité la ferme des bisons aussi. C'était très sympa de voir des bisons et des wapitis en liberté. On n'en a pas, nous, en Europe. Enfin, des bisons d'Amérique, on n'en a pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a pu manger aussi de la viande de bison et de la viande de wapiti. Il y a eu aussi la Nuit Blanche, donc à Montréal, le festival Montréal en Lumière. Mm-hmm. Donc on s'amusait à patiner en pleine ville, c'était très cool. Et je pense que pour l'instant, c'est tout. Est-ce que vous repartez avec des souvenirs tu sais, dans le fond, avec je ne veux pas dire des souvenirs, mais des idées d'entreprise ou d'entrepreneuriat pour ramener en Suisse? Est-ce qu'il y a des choses qui s'exporteraient chez vous? Pour ma part, je m'intéresse beaucoup à l'artisanat et à l'agriculture. On a eu la chance de visiter Loufa Farms à Montréal. Donc, c'est des serres de culture qui sont posées directement sur les toits d'usines afin de maximiser la place. Et je trouvais que c'était une très très bonne idée. Après, on n'a pas des aussi grandes villes en Suisse, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait venir par la suite, à l'avenir. C'est bon. Oui, personnellement, comme je t'ai dit avant, les bijoux, c'est un peu un truc qui s'est développé ici. Je crois que j'ai passé environ 5 heures dans une bijouterie à Montréal. Je l'ai dérangé avec des questions sur tout ce qu'ils font. Du coup, c'est sûrement quelque chose que je prends avec moi pour la suite. Ah, c'est bon, ça. Je trouve ça super intéressant, notre intervention. Maintenant, l'avenir. Il se passe quoi après votre programme de formation? Parce que là, si je résume un peu tout ce qu'on a dit, vous êtes dans un programme qui est, dans le fond, d'origine finlandaise, qui est donné en Suisse, avec une approche par compétences qui
est enseigné sans être enseigné par des projets et de l'exécution selon votre niveau d'autonomie et de savoir-faire, que ce soit dans vos lectures, dans vos recherches, dans vos présentations et dans les projets que vous réalisez à l'intérieur d'une entreprise. Est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce que Oui, très très bien. j'étais assez attentif? Parfait. Bien, maintenant, une fois que vous avez terminé, là, vous avez votre diplôme en poche, il se passe quoi avec vous autres? Certains peuvent continuer avec un master. Il y a des masters directement liés à ce bachelor-là. Donc, par exemple, la formation InnoKick, donc qui est du développement de produits, comme on pourrait retrouver dans des grandes startups ou dans des startups ou par exemple comme ils font à la Silicon Valley, etc. Donc, mise en place, testing, MVP, voir si ça marche avec le marché, etc. Sinon, il y a des masters sur l'entrepreneuriat ou sur le business entre l'Europe et l'Asie aussi, ou tout simplement, on pourrait devenir manager ou lancer sa propre boîte, vu qu'on a construit un panel de compétences autant business que humaine, et surtout, comme tu l'as très bien dit, une certaine autonomie et une prise d'initiative qui nous permettrait en fait de construire quelque chose dans le monde qui aurait de la valeur, vu que c'est aussi le but, c'est comment est-ce que nous, on peut avoir un impact positif dans le quotidien avec une entreprise. C'est bon. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Lors de votre retour, je présume que vous prenez un vol à Montréal. Si vous avez la chance d'arrêter à Québec, OK? C'est-tu prévu dans votre planning? Non? Pas vraiment. OK. Ben, je vais arriver avec une nouvelle opportunité. José, est-ce que tu connais la bûche sur la rue Saint-Jean? Non. C'est la bûche, c'est un restaurant. OK? C'est une cabane à sucre urbaine. OK? Donc, souvent, quand les Européens arrivent, ou les touristes qui viennent à l'extérieur du Canada, on les envoie à la bûche à Québec pour découvrir justement tous les mets traditionnels. Puis là, on tombe dans la bonne période. Comme vous passez par Québec pour vous retourner vers Montréal, si vous pouvez planifier ça, un petit arrêt, une petite heure réservée d'avance sur le site web, ça vaut vraiment la peine. Donc, écoutez, merci Maëva, Dani, Marco, Tim et Florent. Merci José d'être passé dans Ben Lala. Et si, mettons, je termine avec ça, si, mettons, je veux avoir de l'information sur votre programme, quelle place que je vais, José? Y a-t-il quelque chose qui va se développer un jour au Canada là-dessus? C'est une super bonne question, Benoît. On ne peut rien annoncer aujourd'hui. Non, on travaille des projets, on regarde comment ça peut s'adapter ici au Québec, au Canada. Il faut dire que le programme existe depuis 30 ans en Finlande déjà, puis il est dans 20 pays dans le monde. Donc, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. 9 ans pour vous au Team Academy. Donc, on travaille là. Moi, je serai l'ambassadrice pour le Canada. On est en train de travailler des trucs avec Team Academy en Finlande, mais voilà. Alors, peut-être un jour. Donc, passez par LinkedIn pour parler à José. Elle est très présente sur les réseaux. Alors, écoutez, on est rendu à notre fin de notre épisode. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue, en fait, cette table ronde avec nos amis de la Suisse qui nous ont parlé de leur super école, de leur super expérience. Alors, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, sur benlala.ca. Sur ça, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.